bienvenue. Je vais vous demander, avant qu'on puisse commencer cette conférence, si vous pouvez mettre vos téléphones sur mode avion, ou en tout cas sur mode silencieux pour pas nuire au débat. Et merci à tous de nous accueillir. Nous allons parler de l'Union européenne et de sa manière de s'adapter aujourd'hui aux défis, des défis qui sont nombreux, qui sont très variés, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, des mutations de la mondialisation, de la dépendance au reste du monde, ou bien évidemment du changement climatique. C'est un environnement qui est assez nouveau pour l'Union européenne, qu'elle n'avait pas du tout prévu au départ, puisque c'était un projet pour la paix au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était un projet que certains résument comme une union de marchands et d'hommes de loi, productrice de normes, productrice de règles pour un commerce le plus libre possible, avec une concurrence qui ne serait pas faussée, qui serait régulée. Et aujourd'hui, l'Union européenne, dans ce tout nouvel environnement qui est celui de nos années 20, est confrontée à une nouvelle définition de sa stratégie industrielle, est confrontée à la question de son autonomie stratégique, qu'il s'agisse de biens ou qu'il s'agisse de défense, et puis bien sûr de la question environnementale qui nous préoccupe tous. Il semblerait que l'Union européenne, qui est connue pour être un instrument, une institution assez lente, ou en tout cas qui agit sur un rythme assez paisible, ait pris la mesure de cette accélération et commence à repenser effectivement toutes ces questions, repense son logiciel. Elle montre aussi qu'elle est très résiliente face aux crises. Et en l'espace de quelques années, elle a pu innover, qu'on pense au Covid, qu'on pense à la guerre en Ukraine. On va en parler aujourd'hui avec nos trois invités. À côté de moi, il y a Louise Groyer, qui est vice-présidente des Jeunes Européens France, chargée du programme Europe par les Jeunes. Bonjour. Parlez bien dans le micro. Nous avons Bernard Guetta, qui est eurodéputé sur la liste Renew. Vous êtes aussi l'auteur dernièrement de La Nation européenne, chez Flammarion. Et Marion Gaillard, historienne, spécialiste des questions européennes, qui est un peu l'âme du débat d'aujourd'hui. C'est elle qui a pensé cette conférence pour nous. Je vais d'abord m'adresser à vous, Louise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes dit « Ah ben, l'Europe, c'est important, ce passé européen, ce qui vous habite, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de vous engager pour l'Europe ?» Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais juste faire une petite correction, parce que vous aviez dit vice-présidente en charge du programme L'Europe par les Jeunes, c'est responsable de la formation, mais j'ai été changée récemment. Alors, concernant mon engagement auprès des jeunes européens, ça va faire maintenant 4 années pratiquement que j'ai adhéré à cette association, qui est une association de jeunesse qui sensibilise à l'Union européenne. Donc on sensibilise avec des méthodes d'éducation populaire, donc c'est-à-dire une éducation par les pairs. Donc ce sont des jeunes qui vont parler d'Europe auprès des jeunes, avec des outils pédagogiques innovants, interactifs, que l'on crée en interne. Et donc mon engagement est parti d'une chose très simple, c'est jeune étudiante, je voulais m'engager pour une cause qui m'était chère et qui me l'est encore, c'est la démocratie, puisque la démocratie, c'est quelque chose de très important. On le voit à l'heure actuelle. Et pour moi, la démocratie égale Union européenne. Et je voulais aussi mêler mes études, puisque j'ai fait une licence droit international et européen, à mon engagement citoyen à côté. Voilà, ça faisait du sens. Et j'ai trouvé un plein épanouissement dans cet engagement, et encore aujourd'hui, qui m'anime tous les jours. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et parler du passé, c'est très important, parce que on apprend de nos erreurs. Ce qui nous est transmis via le passé, via l'histoire, c'est ce qui nous permet aussi d'être résilients aujourd'hui. Ça me semble important
de parler pendant nos cours. Voilà, j'ai été nourrie d'histoire aussi avec ma famille qui est très, très historienne, on va dire. Donc voilà, ça a fait partie de mon quotidien. Et voilà ce que je peux dire. Bernard Guetta, cette équation démocratie égale Europe, ça vous parle? C'est une belle façon de résumer les institutions. Écoutez, il me semble évident que sur la surface du globe, en entier, l'Union européenne aujourd'hui défend comme elle le peut, c'est-à-dire pas tous les jours avec des triomphes époustouflants, mais défend, oui, la démocratie. Et elle la défend certainement contre M. Poutine depuis son agression. Elle la défend, c'est très difficile à faire, mais elle la défend contre deux États aujourd'hui de l'Union européenne qui bafouent de plus en plus l'état de droit et la démocratie. Je pense évidemment à la Pologne de M. Kaczynski et à la Hongrie de M. Orban. Je précise à chaque fois de M. Kaczynski et de M. Orban, parce que ce n'est pas toute la Pologne et ce n'est certainement pas plus toute la Hongrie. Ce sont des pays profondément divisés, comme le sont les États-Unis aujourd'hui. Et d'ailleurs exactement sur la même ligne, parce que M. Orban n'est qu'un Trump au tout petit pied. Marion Gaillard, cette démocratie promue par l'Union européenne, elle est au cœur du projet dès son origine? Oui, c'est au cœur du projet parce que c'est une réaction à la fois aux années 30 et au fascisme au pluriel, mais aussi évidemment dans le contexte de la guerre froide au stalinisme. Donc la démocratie fait partie clairement de l'ADN de la construction européenne et a été construite par un consensus entre la démocratie chrétienne pour le centre-droit et la social-démocratie pour le centre-gauche dans toute l'Europe. Donc effectivement, la démocratie est au cœur du projet et l'idée, évidemment, vous l'avez dit, de la paix. Donc, l'ADN de l'Union européenne, c'est la paix et la démocratie, et le commerce devant favoriser la paix. Mais du coup, ça, on peut le traduire par une formule d'un géographe. On est au rendez-vous de l'histoire, je suis désolée de citer un géographe, mais enfin... on enseigne l'histoire-géographie, donc tout va bien. Mais c'est Michel Fouché qui dit que l'ADN de l'Union européenne, c'est transformer l'arène en forum. J'aimerais bien savoir ce que Bernard Guetta en pense. J'aime beaucoup cette expression, je la trouve assez jolie, parce que c'est effectivement mettre du droit dans les rapports de force, transformer le rapport de force en dialogue et en délibération. Donc en interne, ça veut dire par un système institutionnel qui est capable de trouver du consensus à travers la délibération entre les institutions et entre les États. Et transformer l'arène en forum, c'est aussi à l'extérieur, c'est-à-dire l'idée quand même de propager un modèle de paix à l'extérieur de nos frontières et de faire en sorte, à travers le commerce, le dialogue avec les autres États du monde, de favoriser la paix. Et là-dessus, on pourra en rediscuter. Clairement, l'Union européenne n'a visiblement pas réussi à transformer l'arène en forum sur la scène mondiale, j'entends. Hein. Donc on a réussi en interne, cas un cas, on en reparlera, mais on a réussi à... en fait, quand même, modifier radicalement le destin du continent européen qui a été marqué par des guerres pendant des siècles, et ça n'est plus le cas, en tout cas pour l'instant, on touche du bois. Donc ça, on a réussi à transformer l'arène en forum à l'intérieur, mais à l'extérieur, cette espèce d'utopie des années 90-2000 sur l'idée que l'Europe allait réussir finalement à répandre le modèle pacifique, ça, visiblement, là, on est dans le retour de la réelle politique et des rapports de puissance. Bernard Guetta, l'arène en forum, quand vous êtes entré pour la première fois dans l'enceinte du Parlement européen, qui est peut-être l'incarnation la plus exacte de ce forum européen, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
ni de me trouver dans une arène, ni de me trouver sur un forum, mais d'être perdu dans un labyrinthe. Parce que je ne m'y retrouvais pas. Pas plus que les autres bleus, je veux dire les autres députés ayant... débutants, voilà. Et vraiment, nous étions des débutants. Parce qu'on ne comprenait rien. Je vais vous dire, au bout de 4 ans, il y a encore... Bon, enfin, je m'arrête. Je n'ai pas de raison de passer aux aveux, mais ce seraient des aveux collectifs. Et on dit au Parlement européen, et on me l'a dit quand je suis arrivé pour me rassurer, on m'a dit, mais écoutez, de toute manière, ne vous affolez pas, n'ayez pas honte. Pendant le premier mandat, personne n'y est totalement. Il faut un deuxième mandat pour maîtriser la machine. Et maîtriser la machine, c'est quoi maîtriser la machine? C'est maîtriser le fonctionnement des institutions européennes, qui en vérité d'ailleurs n'est pas si compliqué. Je vais vous faire un petit cours sur les institutions européennes, il sera très court. Allez-y. Il sera très court. Je pense que beaucoup de citoyens sont encore plus perdus que les jeunes eurodéputés. Écoutez, c'est très simple, les institutions européennes. En vérité, il y a 2 chambres. La Chambre des États et la Chambre de l'Union. La Chambre de l'Union, c'est évidemment le Parlement élu par le suffrage universel pan-européen. Et puis il y a la Chambre des États, c'est-à-dire le Conseil européen, où siègent les 27 chefs d'État ou de gouvernement. Vous prenez un pays fédéral comme les États-Unis, vous avez la Chambre des États, le Sénat, et vous avez la Chambre de l'Union, la Chambre des représentants. Et puis, nous avons en plus, alors ça, c'est toute l'originalité, toute la spécificité des institutions européennes, nous avons la Commission. Alors, la Commission, oh là là, décrite par toutes les extrêmes droites et par bien d'autres. Comme la réunion des bureaucrates non élus, etc., etc. Alors, les bureaucrates non élus, premièrement, ils sont nommés chacun, les commissaires, par leurs États respectifs, c'est-à-dire par des gouvernements élus démocratiquement, des majorités élues démocratiquement. Oui, ce sont de hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des dirigeants politiques, et ce sont si peu des dirigeants politiques que le rôle essentiel, je parle sous la surveillance d'un professeur à Sciences Po, le rôle essentiel, parce que moi, le rôle essentiel de la Commission, c'est de veiller au respect des traités et de faire des propositions. La Commission ne décide jamais rien. La Commission ne décide pas. Et donc, quand on dit que l'Union européenne n'est pas une démocratie parce qu'elle est gouvernée par des fonctionnaires non élus, c'est tout simplement soit une affirmation de gens qui n'ont même pas ouvert Wikipédia, institution européenne. Pourtant, c'est très clair, à Wikipédia, institution européenne. Après, il y a que sais-je, et puis après, il y a des tas de bouquins. Mais véritablement, ou alors, ce sont des menteurs patentés. Et ce sont beaucoup plus souvent des menteurs patentés que des ignorants. Je m'arrête là. Oui, ça va me permettre de poser la question à Marion Gaillard. Est-ce que dans ces institutions, là, c'est une description effectivement très, très, très pure de ce que peuvent être les institutions, mais enfin, les équilibres politiques entre les uns et les autres ont changé à travers l'histoire de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle est comment, cette Union européenne? Elle est gouvernée par son Parlement? Ce sont les États qui décident? Alors là, c'est moi qui parle sous le contrôle de l'eurodéputé, mais elle n'est clairement pas gouvernée par son Parlement. Elle est... Voilà. Ça va. Mais en même temps, elle n'est pas gouvernée par la Commission, comme ça vient tout à fait d'être dit. Alors, au tout début, c'était effectivement la Commission propose, le Conseil dispose. Donc, voilà. Mais petit à petit, dans un souci de démocratisation, on y revient, les différents traités successifs ont donné de plus en plus de pouvoir au Parlement européen. Et donc, aujourd'hui, on a quand même
une codécision sur l'essentiel des domaines qui fait que les États ne peuvent plus décider seuls. Ils ont pour l'essentiel quand même l'obligation de trouver un accord avec le Parlement européen qui peut en plus bloquer un certain nombre de décisions prises par les États. Donc ça veut dire que la plupart des décisions qui sont adoptées sont effectivement adoptées selon un processus tout à fait démocratique avec le vote du Parlement européen. En revanche, le Parlement européen ne peut rien décider si les États ne décident pas. C'est-à-dire qu'il y a une égalité quelque part entre les chambres et non pas, comme on a l'habitude en France, la chambre basse qui l'emporte sur la chambre haute, si je puis dire. C'est pas le cas dans l'Union européenne. Donc ça ressemble à cet égard plus aux États fédéraux, justement, que la France n'est pas, c'est-à-dire plus aux États-Unis et à l'Allemagne. Voilà. Mais il y a des équilibres qui ont changé parce que ça a été fait par ce qu'on appelle en sciences politiques un consensus des centres, je le disais, social-démocratie, démocratie chrétienne, et qu'aujourd'hui, on a la montée en puissance au Parlement européen en 2014, en 2019 et sans doute encore plus dans quelques mois, de partis qui se situent aux extrêmes et qui sont largement anti-européens. On parlait, pour être soft, d'euroscepticisme il y a 10 ans, et en fait, ça n'est pas du tout de l'euroscepticisme, c'est de l'europhobie. Et Nigel Farage, pour le coup, le leader du parti du Brexit, disait ça très bien, je l'ai entendu une fois dire, je ne suis pas eurosceptique parce que le scepticisme, c'est douter, et je n'ai aucun doute. Et voilà, c'est très clair, ça a le mérite d'être clair. Donc on a la montée en puissance d'europhobes qui du coup peuvent bloquer le processus démocratique en partie, à la fois au Conseil des ministres ou au Conseil européen, comme ça a été dit par Bernard Guetta, mais aussi qui, je pense, alors ça c'est à voir à l'intérieur du Parlement européen, mais peuvent un petit peu polluer le débat parce que ça oblige à ce consensus des centres et du coup ça peut favoriser l'impression de déficit démocratique, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une alliance entre les partis pro-système, parce que comme il faut s'opposer à ceux qui sont anti-système, et ben, ils n'ont pas tellement le choix que de se mettre ensemble plutôt que d'être clivés sur un certain nombre de choses. Donc en ce sens, ça affecte à mon avis quand même un peu le fonctionnement. Louise Groyer, vous disiez, vous êtes venue pour la démocratie. Il y a de plus en plus de démocratie. Il y a quelque chose qui est parfois compliqué à lire dans le système politique européen. Marion parlait d'un système qui est très différent du système français. Donc, pour une jeune européenne française, est-ce que on parle bien de l'Union européenne? Est-ce qu'on utilise les bons canaux pour parler de l'Union européenne, notamment aux plus jeunes? Parce qu'on voit qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux pour toutes nos sociétés, mais pas forcément beaucoup d'appétence pour les élections qui vont arriver au printemps prochain. Oui, effectivement, on peut constater par des chiffres très concrets que l'abstention aux élections européennes chez les jeunes est très forte, très importante. Bien qu'un léger plus... Un léger frémissement, oui. Pour ces dernières élections de 2019. Donc, on espère pouvoir faire mieux encore lors des prochaines, le 9 juin 2024. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a une différence entre la politique donc, avec l'Union européenne et la politique française. Et les jeunes sont confrontés à une méconnaissance de ces politiques, bien qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui on en parle de plus en plus, peut-être de mieux en mieux aussi. Ah oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Bernard Guetta? Non, pas du tout. Qu'avec des formats courts, des vidéos, on a beaucoup d'influenceurs qui le font plutôt bien, je dirais, comme Hugo Décrypte, qui analyse les politiques de façon vulgarisée. Nous, avec l'Association des jeunes Européens en France, on essaye aussi, par le biais de nos réseaux sociaux, de vulgariser les informations que l'on souhaite. On souhaite faire passer un message, donc on essaye de vulgariser au mieux les informations. Ce n'est pas forcément évident, mais on tend à diversifier aussi notre public parce qu'il faut aller vers des jeunes qui sont parfois éloignés beaucoup trop de ces questions. Et notamment, j'en profite pour parler d'un projet européen que l'on vient de terminer, qui s'appelle donc les ambassadeurs et ambassadrices pour l'Union européenne auprès des jeunes ultramarins. Donc, on a réalisé des déplacements en Outre-mer
Donc pour aller sensibiliser vraiment sur le terrain les jeunes ultramarins qui sont éloignés géographiquement de l'Union européenne. Qui sont des grands récipiendaires de l'aide et des fonds oui, européens. Tout à fait. Et ils ne le savent pas. Donc voilà, et c'est très important. Et ils sont très, très curieux. Voilà, pour ma part, je n'ai pas réalisé ces déplacements voilà, en présentiel, mais je sais que par les retours de mes collègues, voilà, ils ont été très friands et ils ont de l'appétence finalement pour l'Union européenne. Est-ce que c'est facile pour une institution comme l'Union européenne de s'adapter, Bernard Guetta? Est-ce qu'il y a une grosse capacité d'adaptation aux enjeux actuels de l'Union? Est-ce que vous diriez qu'elle réussit bien? Écoutez, je dirais tout simplement que nécessité fait loi. Au Parlement européen et dans les institutions européennes, comme partout et comme pour chacun d'entre nous. Quand on n'a plus le choix, eh bien, on réagit. On réagit. Alors, je vous rappelle, première campagne électorale, j'espère la dernière, mais enfin bon, première campagne électorale de M. Trump. Un jour, il lui prend, et puis il va le répéter, parce qu'il voit que ça a beaucoup de succès. Il lui prend de dire que si l'un des pays baltes était attaqué, il ne précise pas par qui, mais on comprenait bien que ce n'était pas par les Martiens, était attaqué, bien avant de voler à son secours, les États-Unis devraient vérifier qu'ils sont les trois en même temps à jour de leur c'est pas des cotisations, oui, de leur contribution. Merci, de leur contribution à l'Alliance Atlantique. Et bien à ce moment-là, à Varsovie, dans les pays baltes, en Roumanie, mais partout, dans les pays les plus atlantistes de l'ancien monde libre, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne à l'époque, puisque la Grande-Bretagne n'était pas encore sortie, mais une douche froide tombe sur les épaules de tous ces Européens qui se disent « mais finalement, ces fichus, ces foutus Français avaient peut-être bien raison de nous dire depuis tant de décennies que nous devions avoir une défense commune et une défense européenne. » Et ce jour-là, badamoum, le tabou qui pesait sur la défense européenne, l'idée même d'une défense européenne, eh bien, s'écroule. Là-dessus, vous vous en souvenez tous, on a une pandémie. Et ce jour-là, on se dit que, tiens, si on ne négocie pas à 27 avec les laboratoires, eh bien, on n'aura pas de prix acceptable et on n'aura pas les vaccins dans les délais. Eh bien, en un mois, on invente, ça n'était pas prévu dans les traités, une politique de santé commune. Il n'y a rien sur la santé dans les traités. C'est compétence nationale uniquement. Eh bien, ça devient de facto, nécessité faisant loi, une compétence. Et quelle compétence, hein, on négocie directement. Bon, une compétence européenne. Et là-dessus, M. Macron décroche son téléphone et dit à Angela, écoute, toutes nos économies sont à l'arrêt, il faut prévoir un plan de relance. Silence au bout du fil. Voilà, il faudrait un emprunt commun. Silence au bout du fil. Oh, environ, on a calculé 750 milliards d'euros. Soupir. Mais elle n'a pas dit non. Et 10 jours après, elle a dit oui. Et ils sont arrivés, les deux, la France et l'Allemagne, pour plaider au Conseil européen un emprunt commun, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, le meurtre de tous les enfants de France et d'Allemagne réunis. Enfin... quelque chose d'absolument épouvantable, d'inadmissible. Effectivement, d'ailleurs, on a entendu un bruit sourd. C'était le Premier ministre des Pays-Bas qui tombait évanoui de sa chaise. Mais on l'a ranimé. Il a bien dû dire oui. Et nécessité faisait loi. On a emprunté 750 milliards d'euros en commun. Et là-dessus, M. Poutine agresse l'Ukraine. Et en 3 jours, les 27 décident de vider littéralement leurs arsenaux pour livrer des armes à un pays en guerre et frontalier de l'Union européenne. Et frontalier de l'Union européenne, hein, sérieusement frontalier. Et la guerre se passe et l'Union européenne décide d'accepter la candidature d'un pays en guerre,
l'Ukraine à l'Union européenne, nécessité faisant loi, on accepte la candidature d'un pays en guerre. Et là-dessus, les 27, à l'appel de la première ministre de Lettonie, on dit Lettonie en français ? Oui, oui, Lettonie. De Lettonie, accepte de faire quoi ? D'acheter à 27, ensemble, des munitions pour à la fois regarnir nos arsenaux et livrer des munitions à l'Ukraine. C'est-à-dire, nous avons fait le premier pas, et ce n'est pas un pas négligeable, acheter des armes en commun pour les livrer à un pays en guerre, qui plus est, et pour regarnir nos arsenaux. Nous avons décidé de regarnir en commun nos arsenaux, et on ne s'en est même pas rendu compte, en tout cas pas assez, dans les journaux de l'Union européenne ou dans le New York Times. C'est un événement majeur. Pourquoi ? Nécessité fait loi, nécessité faisait loi. C'est tout. Et donc, nous avons assisté à une transformation, mais extraordinairement profonde de l'Union européenne en l'espace de 5-6 ans. En l'espace de 5-6 ans. Les emprunts communs, la politique de santé, la défense, c'est incroyable. Et la politique étrangère, naturellement. Badaboum, disait Bernard Guetta, cette capacité à bousculer, à rompre les dogmes. Il y a un sujet dont vous n'avez pas parlé, on peut peut-être en dire un mot, c'est la question environnementale. Marion Gaillard. Oui, mais la question environnementale, elle ne remet pas foncièrement en cause les dogmes. Elle n'était pas prévue comme telle à l'origine en 1957, bien évidemment. Bien au contraire, j'allais dire, puisqu'on a quand même fondé la construction européenne au départ en 1951 avec le charbon et l'acier. Donc, c'était pas très, très durable au niveau du développement. Ensuite, on a fait une politique agricole commune ultra intensive avec les conséquences catastrophiques que l'on connaît aujourd'hui. Donc, évidemment, toute cette question n'était pas à l'ordre du jour dans les années 50. Mais le Green Deal, comme on l'appelle, ne remet pas foncièrement en cause au départ les dogmes. Même si, en revanche, face à la nécessité, effectivement, et je suis tout à fait d'accord, nécessité fait loi, la nécessité d'adopter cette politique et la réaction face à la politique américaine menée par Biden de l'Inflation Reduction Act, là, la Commission européenne, en la personne de Thierry Breton, a rompu un certain nombre de dogmes quand même, notamment en proposant donc le volet industriel du pacte vert, avec donc la naissance d'une politique industrielle européenne qui était largement taboue parce que les Allemands pensaient qu'il fallait pas subventionner l'industrie et donc il valait mieux pas trop en parler. Et donc là, tout d'un coup, on a une politique industrielle, mais pour favoriser le développement d'une industrie européenne zéro émission et contrer la politique américaine de subvention pour éviter que des entreprises européennes aillent s'installer aux États-Unis pour bénéficier des subventions américaines. Donc là, ça rompt un peu un dogme de l'ultralibéralisme. Peut-être c'est là, effectivement, où c'est intéressant dans la rupture du dogme, c'est que quand même, le dogme de l'UE, c'est la paix, et donc je ne me pense pas comme une puissance. Et là, tout d'un coup, on est obligé de se penser comme une puissance et développer une politique de défense. Donc là, on rompt effectivement un dogme. D'autre part, c'est l'orthodoxie financière, le modèle allemand ordolibéral, et hop, on a le Covid et on est obligé de rompre avec cette logique-là. Donc l'Allemagne est dans une adaptation totale. On parlait de l'Union européenne, mais il y en a une qui est en train de s'adapter sévèrement aussi, c'est l'Allemagne. Et puis là, on a la rupture du dogme, effectivement, ultra-libéral, c'est-à-dire le marché va faire les choses. Et le Green Deal nous oblige, et Poutine et les États-Unis, à nous dire que le marché ne fait pas tout et que donc il faut une politique volontariste de l'Union européenne dans ce domaine. Donc on est en train de rompre avec les dogmes du passé, comme quoi, donc pour rattacher un peu au thème des rendez-vous de l'histoire, les vivants savent s'adapter. Oh, bravo. Voilà, c'est bien, hein. Voilà. Les vivants savent s'adapter et ne sont pas que dans l'héritage des morts. Voilà. Louise la Groyer, la minute philosophique du docteur Cyclomède. Louise Groyer, est-ce que l'Union européenne, en s'adaptant justement et en bousculant les dogmes, elle va assez loin pour quelqu'un de votre génération, notamment sur la question environnementale ?
c'est vrai que c'est un sujet... quand je vais à la rencontre des jeunes par le biais de nos interventions pédagogiques, on a souvent l'occasion d'échanger avec eux. Et le premier sujet qui vient, c'est effectivement la cause environnementale. On a le Green Deal, donc le pacte vert, pas mal de textes qui sont votés. Mais je pense que pour la jeune génération, ça ne va pas assez loin. Et on a notamment un récent exemple avec donc la loi sur la restauration de la nature, qui a quand même fait pas mal parler ces dernières semaines. On a de jeunes activistes européens comme Camille Etienne ou Greta Thunberg qui quand même font beaucoup parler de cette cause. Donc je pense quand même qu'il y a... je pense que le sentiment chez les jeunes est assez mitigé entre peur pour l'avenir, mais aussi espoir, avec des jeunes activistes comme celle que je viens de citer, qui plaident notre cause sur ces sujets. Est-ce que le Parlement européen lui-même va assez loin? On a vu cette autorisation encore pendant 10 ans, je crois, du glyphosate. Ça a été... ça paraît une... Voilà. Avant les sifflets, avant les tomates, avant les œufs pourris, ce n'est pas le Parlement. C'est la Commission qui le propose. Pourquoi est-ce que la Commission le propose? Parce qu'elle a reçu à peu près 26 coups de fil de 26 capitales disant toutes « Attention, on ne peut pas. On ne peut pas parce que nos agriculteurs, on ne peut pas parce que ceci, on ne peut pas parce que cela. » Enfin, 1000 raisons que vous pouvez imaginer. Et quand nous apprenons cela, il y a une émeute dans les couloirs du Parlement. Alors, il y a une émeute dans les couloirs du Parlement parce que sur les questions de défense de l'environnement et de la biodiversité, le Parlement est beaucoup plus radical que ne le sont la quasi-totalité, je crois la totalité, des parlements nationaux et des gouvernements nationaux, quelle que soit leur couleur. Et là, on voit ce que c'est qu'une représentation pan-européenne. Parce que cette représentation pan-européenne, elle n'est pas directement liée, en tout cas pas au jour le jour, à la gestion, au rapport de force politique et aux élections nationales. Nous pensons, comme tous les élus, à la prochaine élection, mais nous pensons à l'élection européenne, pas aux élections nationales. Premier point. Deuxième point, les gens qui ont envie de concourir à l'élection européenne sont des Européens convaincus, par définition, enfin la plupart du temps. Pas tous, oui. Il y a des exceptions qui confirment la règle, je vais vous en parler tout à l'heure, des exceptions mais vraiment c'est les exceptions qui confirment la règle. Et en ce sens, nous pouvons et nous sommes beaucoup plus libres de ces contraintes politiques au petit sens du mot politique et politics and policies. On est beaucoup plus dans la politique avec un grand P que dans la petite politique politicienne nationale du moment. Mais si je peux, j'aimerais bien revenir sur cette question de la montée des extrêmes droites. Parce qu'il n'y a pas une montée des extrêmes droites, dans l'Union européenne. Il y a une montée des extrêmes droites dans quasiment les 27 pays membres de l'Union européenne. Et c'est donc l'addition de ces montées qui fait qu'on peut avoir au Parlement une poussée des extrêmes droites. Mais précisément, ce n'est pas de l'extrême droite, c'est des extrêmes droites. Ce qui est très intéressant aujourd'hui au Parlement, on le voit très bien au Parlement européen, mais c'est évidemment une situation qui se trouve dans nos 27 pays, c'est qu'il y a une extrême droite, je dirais, particulièrement stupide, à laquelle appartient le Rassemblement national en France, la Lega en Italie, qui en est restée véritablement
quasiment à l'europhobie. Alors, ils ont changé leur vocabulaire parce qu'ils se sont parfaitement bien rendus compte qu'aujourd'hui, l'europhobie n'est plus du tout populaire. Chez les Italiens notamment, oui, qui savent combien ils ont bénéficié du plan de relance. Voilà. Et puis, vous avez une autre extrême droite, ou une droite dure, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Bon, moi, je dirais une autre extrême droite. Celle des Fratelli d'Italia, celle de beaucoup d'autres extrêmes droites qui jouent l'alliance avec les droites dures pour arriver au pouvoir et qui, elles, acceptent complètement l'Union européenne. Mais, disent-ils, en voulant changer cette lourde machine bureaucratique, épouvantable, abominable, en une Europe des nations. Et là, c'est extraordinaire. Parce que, chers amis d'extrême droite, vous avez le sens de l'humour. Donc je reprends. Chers amis d'extrême droite, regardez les institutions européennes. Qu'est-ce que l'Union européenne aujourd'hui, si ce n'est l'Europe des nations? Qui décide? Marion, vous le disiez tout à l'heure, je vous le disais aussi, les États. Qui tient les cordons de la bourse? Les États. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité au Parlement européen de proposer une loi. Nous n'avons pas l'initiative parlementaire. Et donc, nous pesons de plus en plus, mais nous pesons, entre nous, soit dit, ne le répétez nulle part, mais nous pesons en faisant du bruit. Ça s'appelait de l'humour aussi. Je sais bien que nous sommes enregistrés, mais ne le répétez nulle part. Nous pesons parce que nous pouvons dire non à une nomination, nous pouvons bloquer une politique, et nous pouvons faire du bruit politique. Et évidemment qu'en politique, les mots comptent. Et ce que dit le Parlement, même si ça n'est pas forcément suivi des faits, c'est rarement suivi des faits. Enfin, rarement. C'est de moins en moins rarement suivi des faits, on va dire, mais toujours rarement. Bon, eh bien, ça compte, ça pèse. Le fait que le Parlement ait adopté et poussé à l'adoption par l'ensemble des institutions européennes, le Green Deal, ces politiques de défense de l'environnement et de la biodiversité, ben écoutez, ça a compté dans le débat politique. Le fait que nous ayons adopté une position extrêmement vigoureuse contre M. Poutine et l'agression de l'Ukraine, ça a pesé aussi considérablement dans la formation des opinions et dans la réflexion des 27 gouvernements. Parce que vous voyez émerger, et c'est tout à fait normal, puisque maintenant, il y a de plus en plus de politiques qui sont concernées par les décisions prises ou proposées au niveau européen. On voit émerger une opinion publique pan-européenne. Je dis bien émerger. C'est les premiers pas. Mais ça n'existait pas il y a 4 ou 5 ans. Ça n'existait pas. Des tabous sont tombés et en même temps, lentement mais sûrement, émerge une opinion publique européenne. Une dernière phrase. Avez-vous remarqué que notre presse, comme la presse des 26 autres États membres, commence à parler de plus en plus de ce qui se passe au Parlement européen? On invite aujourd'hui sur les radios françaises et sur les chaînes de télévision françaises des eurodéputés. Mais il y a 5 ans, on disait un euro quoi? Il y a 5 ans, on disait un euro quoi? Aujourd'hui, on invite les eurodéputés. Juste en un mot, Bernard Guetta, vous seriez favorable à des listes européennes ou aux élections transnationales? Absolument. Ouais. Absolument. On s'en doutait un peu, oui. À des listes transnationales, certainement. Marion Gaillard, est-ce que vous pensez que cette montée des extrêmes droites qu'évoquait Bernard Guetta, est-ce que ça menace le projet européen aujourd'hui, ou
les extrêmes droites ayant des buts finalement assez différents ne parviendront jamais à se mettre d'accord et finalement l'Europe sera sauvée. Merci. Vraiment, c'est vraiment, ça va se payer après ça. Alors, moi je suis candidate à rien, moi, hein, donc tu vois, je suis pas en campagne. Non, mais plus sérieusement, alors ce qui nous sauve, je suis vraiment d'accord, c'est qu'ils sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est magique parce que il y a toujours plus fasciste que soi-même, et donc Marine Le Pen considérait que le Jobbik hongrois c'était pas fréquentable, mais en même temps le Nigel Farage du Brexit considérait que Marine Le Pen c'était pas fréquentable. Donc c'est très bien parce qu'il y a toujours pire que soi, et donc ils s'entendent pas. Et puis en plus concrètement ils ont quand même pas les mêmes idées, puisque Giorgia Meloni est très atlantiste, et ce n'est pas du tout le cas évidemment de Viktor Orban par exemple. Et d'ailleurs la guerre en Ukraine a jusqu'à présent semer le trouble entre les deux régimes illibéraux d'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Pologne et la Hongrie. Alors, on va voir comment ça évolue en Pologne, mais je crois que ce sera quand même toujours le cas, que la Pologne ne va pas s'aligner au-delà des considérations électorales liées aux quelques jours qui nous séparent de l'élection, mais je ne pense pas que la Pologne s'éloigne d'une position pro-ukrainienne, donc il n'y aura pas de rapprochement entre la Hongrie et la Pologne. Donc ils sont en dissension sur le lien à la Russie, ils sont en dissension sur la politique migratoire, puisque l'extrême droite des pays du Sud veut un partage du fardeau, et l'extrême droite des pays du Nord ne veut surtout pas un partage du fardeau. Là où ils sont tous d'accord, mais pas que les extrêmes entre eux, c'est beaucoup plus large dans le spectre politique, c'est sur la fermeture, globalement, de l'Europe. Là, tout le monde est à peu près d'accord, mais en revanche, ils sont quand même toujours en désaccord sur est-ce qu'on partage ou pas. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. L'AfD allemande est très rigueur budgétaire, là où évidemment l'extrême droite italienne beaucoup moins, etc. Donc, ils sont d'accord sur rien, donc ça nous sauve un petit peu. Mais ce qui quand même est problématique à mon sens, sur la remise en cause du projet européen, c'est la présence, d'abord, comme je le disais, au Parlement de forces importantes qui réduisent la part des députés pro-européens dans l'hémicycle, ce qui peut de temps en temps quand même poser des problèmes, et d'autre part au Conseil européen et au Conseil des ministres, c'est-à-dire des États qui sont gouvernés par des régimes illibéraux et qui ne respectent pas les valeurs de l'Union européenne. C'est-à-dire avoir des pays qui posent problème dans la construction européenne, on en a toujours eu, balayons devant notre porte. C'était pas toujours sympa d'être au Conseil des ministres avec le général de Gaulle dans les années 60, quand il était là, puisqu'il pratiquait la politique de la chaise vide, donc il n'était pas toujours là. C'était pas sympa pour le général de Gaulle d'être là avec les autres. Donc, on a souvent eu ça. Après, évidemment, l'Angleterre de Margaret Thatcher. Mais il y avait un respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne, de son ADN, justement, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie. Et là, on a un problème. Et justement, on n'arrive pas forcément à suffisamment s'adapter dans la mesure où les sanctions pour voter des sanctions contre un régime illibéral, il faut l'unanimité des États membres, moins le régime illibéral concerné. Mais autrement dit, pour condamner la Pologne, il faut le vote hongrois, et pour condamner la Hongrie, il faut le vote polonais. Donc vous voyez bien que c'est la quadrature du cercle, donc ça marche pas. Mais là où on a réussi à s'adapter, capacité d'adaptation, vous demandiez tout à l'heure, c'est dans la conditionnalité des aides du plan de relance Covid. Ça, c'est une invention qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques années, parce qu'on réfléchissait sur la question de conditionner de toute façon les aides du budget, et notamment des politiques structurelles. Mais là, on a réussi à s'adapter. C'est-à-dire, on n'arrive pas à les sanctionner à travers l'article qui est prévu pour ça, mais on va trouver une solution quand même. Et bon, ça marche qu'à un cas, mais la guerre en Ukraine est venue un petit peu perturber le bazar. Vous savez comment le FBI avait fait tomber Al Capone ? Le fisc. Nous faisons la même chose. Est-ce que on n'a pas parlé des autres enjeux qui se présentent aujourd'hui pour l'Union européenne ? Alors, ce sont des enjeux technologiques qui sont forts, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la réglementation du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, Bernard Guetta, l'Union européenne est capable de relever ce défi-là ? Est-ce qu'elle n'est pas... Pourquoi ne le serait-elle pas ? Vraiment, pourquoi ne le serait-elle pas ? Il y a un problème. Enfin, il y a 10 problèmes. Mais il y a un problème majeur. C'est que nous n'investissons pas assez d'argent dans la recherche scientifique.
Ça, c'est absolument clair. Et quand je dis non, c'est pas l'Union européenne, c'est aucun des pays, des États membres de l'Union européenne ne le fait assez, ne le fait autant que les États-Unis, ne le fait autant que la Chine, et sans doute bien d'autres pays demain ou après-demain. Cela étant, est-ce que nous sommes forcément des incapables? Je vous rappelle que le jour où nous avons décidé de bâtir une politique, une industrie aéronautique commune, le Financial Times, le Wall Street Journal et bien d'autres journaux très sérieux à travers le monde, mais se sont tordus de rire, sont tombés par terre de rire. Ces nains européens veulent concurrencer Airbus. Non, Boeing. Pardon. L'auditeur avait rectifié de lui-même. Mais, eh bien, et il y a eu Airbus. Vous connaissez les résultats. Vous connaissez les résultats. Et je ne suis pas du tout certain que si demain nous nous lançons dans une industrie, pas naturellement, mais dans une industrie d'armement commune, le développement de la recherche commune que cela impliquera, ne nous amènera pas à de nouveaux Airbus. Moi, je dirais... Oui, c'est des Airbus, pas des... Des Airbus, nous sommes bien d'accord. Voilà. Avant de passer aux questions de la salle, Louise Groyer, je voulais vous demander de nous redire en quoi va consister une campagne de sensibilisation des jeunes pour cette élection européenne, pour ces élections européennes du mois de juin prochain. Alors, pour les jeunes européens, il faut savoir qu'on fait partie d'un réseau européen. Donc, on a nos copains allemands, italiens, espagnols qui sont aussi... comme nous, constitués. Vous êtes dans les 27 pays membres? Pas tout à fait, non, presque. Mais on a quand même des copains. Voilà, l'euro non plus. C'est vrai. Et donc pour ça, on s'est mis d'accord pour mener une campagne de sensibilisation à grande échelle. Et pour ça, on s'est allié avec make.org. Donc on a lancé une grande consultation citoyenne donc en ligne, qui a maintenant s'est clôturée il y a quelques jours d'ailleurs, qui avait ouvert le 9 mai dernier, sur laquelle en fait tout citoyen et citoyenne européen et européenne pouvait voter pour des propositions que nous en fait on pouvait, vous comme moi, pouvez proposer. Donc voilà, chacun pouvait voter sur la plateforme. Et donc, ce projet qui s'appelle You Hope, comme signe d'espoir, va être mené tout du long du restant de l'année et puis début d'année 2024 jusqu'aux élections, pour sensibiliser le plus grand nombre. Et nous, parallèlement, les jeunes européens France, on continue à sensibiliser les jeunes, notamment, avec, comme je vous le disais précédemment, notre programme L'Europe par les jeunes. Donc on va à la rencontre de lycéens, collégiens, étudiants, même aussi primaires. Aussi, on a des bénévoles qui vont à la rencontre de détenus, détenus, dans les centres pénitentiaires. Donc c'est vraiment un public très large que l'on sensibilise, et notamment avec des simulations du Parlement européen pour qu'on puisse leur donner toutes les clés de compréhension du fonctionnement des institutions européennes, pour les inciter à aller voter, parce que ce droit est quand même fondamental, et on a la chance de l'avoir, parce qu'on le voit aujourd'hui dans le monde, c'est pas acquis. Donc c'est important. Est-ce qu'il est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce qu'on a déjà une idée des grandes propositions qui ressortent sur cette plateforme Europe? Alors, on a parlé de la cause environnementale. Beaucoup de propositions ont été écrites sur ce sujet. Le social aussi. Les jeunes sont très... très demandeurs là-dessus. On parle aussi beaucoup de démocratie, avec, comme on le disait, la Hongrie, la Pologne. On est très, très actifs dessus, puisqu'on mène une campagne tous les ans, Democracy Under Pressure,
Donc voilà, c'est une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Démocratie sous pression, hein, voilà, oui, parce oui, que l'européen se dit souvent en anglais. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important de suivre et de maintenir. Merci beaucoup. Des micros vont circuler dans la salle. Si vous avez des questions, je vais vous demander de lever la main et puis de... Voilà. Et que pensez-vous de l'éventualité de l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux? Alors, qui veut répondre à cette question? L'élargissement éventuel aux Balkans occidentaux. Ne vous battez pas. Non, mais on peut répondre tous, d'ailleurs. Alors, il y a la théorie et la pratique, évidemment, mais sur le plan théorique, qui est le mien, puisque je suis enseignante, mais je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre que le processus d'élargissement est dans la lignée du projet des pères fondateurs. Parce qu'on entend beaucoup depuis 2004, on a élargi trop vite, on a noyé l'Europe dans l'élargissement, ils n'avaient rien à faire là. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder, il y a la Pologne et la Hongrie, ils n'ont rien compris à ce que c'est la démocratie, donc ils n'ont rien à faire chez nous. Or, je trouve que c'est d'abord extrêmement méprisant pour ces pays, parce que c'est vrai qu'il y a 2 régimes illibéraux dans les nouveaux pays qui sont rentrés, mais on a quand même des extrêmes droites très très fortes en Europe de l'Ouest et au pouvoir en Europe de l'Ouest, en coalition souvent, mais alors en France, mais pas encore au pouvoir, mais en Finlande, en Italie, on le disait, les sondages en Allemagne sont catastrophiques sur la poussée de l'AfD, et puis Vox en Espagne, par exemple. Donc, il faut commencer par balayer devant sa porte avant de critiquer les pays d'Europe de l'Est. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est vrai que l'idée des pères fondateurs, c'est la paix, et donc il faut élargir et la démocratie, et donc il faut élargir le plus possible cette zone de prospérité, de paix et de démocratie. Donc c'est complètement dans la continuité du projet des pères fondateurs, et il n'y a aucune raison pour que les pays des Balkans n'intègrent pas l'Union européenne. Ils sont pleinement européens, que ce soit géographiquement, historiquement ou culturellement. Maintenant, une fois que les critères d'adhésion sont remplis, ça reste évidemment la condition. Donc, qui dit accepter une candidature, et c'est le cas pour l'Ukraine aussi, ne dit pas faire rentrer demain matin. Et on voit bien que les processus sont très longs, voire trop longs, et découragent un peu les gouvernements et les populations sur place. Donc, pour moi, c'est dans la continuité et dans l'esprit des pères fondateurs, maintenant, sous réserve de respecter les critères. Dans ces critères, il y a la capacité d'adaptation de l'UE, parce que je vois Bernard tiquer, et j'anticipe. Moi aussi, je m'adapte. Mais parce qu'il va me dire approfondissement préalable. Non. J'aime bien quand je suis surprise. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, dans les critères, il y a l'idée que l'Europe doit être capable d'absorber, entre guillemets, dans son fonctionnement. Or, le problème, c'est que ça veut dire que ça conditionne l'entrée de pays à la capacité des membres, des États déjà membres, de faire les réformes nécessaires. Et en fait, on a eu énormément de mal à faire ces réformes dans les années 90-2000. Donc, on a finalement laissé les pays d'Europe de l'Est rentrer, alors qu'on n'avait pas réussi à faire un traité qui permettait un fonctionnement meilleur des institutions européennes. Et finalement, on l'a fait après. C'est le traité de Lisbonne, et on était déjà 25, 27 même. Donc, en réalité, je pense qu'il faut être très prudent dans un jugement négatif contre les pays candidats, entre guillemets. Maintenant, ils ne sont pas prêts. Donc, si votre question, c'est là, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts en termes de démocratie, de corruption, etc. Mais voilà, j'ai une réponse de principe déjà. Bernard Guetta, alors pas la réforme des traités, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher ou pas l'élargissement aux pays des Balkans occidentaux? Je vais prendre la question à l'envers. Si nous avions dit non à l'Ukraine agressée, qu'est-ce que ça aurait signifié? Ça aurait signifié, finalement, M. Poutine a raison, l'Ukraine appartient à l'ère russe, l'ère AIRE. Nous ne pouvions pas le dire. Il fallait manifester que nous soutenions l'Ukraine pleinement.
Dès lors que nous disions oui, non pas à l'entrée de l'Ukraine, mais à une candidature de l'Ukraine, il y a une grande différence, évidemment, à une candidature de l'Ukraine, nous devions évidemment accélérer, envisager d'accélérer l'entrée des Balkans occidentaux qui, grosso modo, sont dans l'antichambre depuis 20 ans. Enfin, pas 20 ans, mais enfin, bon, 2 décennies, quoi. On ne pouvait pas... En politique, c'est pas la même chose. Rassurez-vous, je sais qu'en calcul, oui. Mais en politique, c'est pas la même chose. J'allais dire que vous calculiez comme moi. Non, parce que si on dit 20 ans, c'est précis. Si on dit 2 décennies, c'est... C'est vague. On est d'accord, je crois. Voilà. Donc, 2 décennies. Donc, 2 décennies. On ne pouvait pas leur dire. On ne pouvait pas leur dire, on pouvait d'autant moins leur dire que des puissances extérieures, au moins 3, la Chine, la Turquie et la Russie, se disaient « Ah, le mécontentement vis-à-vis de l'Union européenne monte dans ces pays parce que on les fait, enfin Bruxelles les fait trop attendre, donc on va essayer de jouer nos cartes. Regardez ce qui se passe en Serbie, regardez la manière dont la Serbie commence à caresser les côtes du Kosovo, regardez ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, où de nouveau la Serbie, etc., sous l'influence évidemment de la Russie. Notre intérêt, notre sécurité nous oblige, nécessité fait loi, véritablement à envisager que l'Union européenne procède à un élargissement d'une dizaine de nouveaux pays. En vérité, de 11 précisément, si la Serbie fait partie du lot. Comment ça va se passer si on fait entrer, même en leur demandant de respecter tous les critères d'adhésion, etc., etc. Si on fait entrer ces 11 nouveaux pays, ou ces 10 nouveaux pays, dans l'Union européenne telle qu'elle existe, ben, l'Union européenne explose. L'Union européenne explose parce que ses institutions se bloquent. Déjà à 27, c'est quand même un peu... Ça va, mais ça va pas si bien que ça. Mais à 35 ou 36, non, c'est pas possible. Alors, il faut savoir clairement que l'Union européenne élargie à 35 pays ne ressemblera en rien à l'Union européenne d'aujourd'hui. L'Union européenne élargie à 10 nouveaux États membres sera un ensemble de pays qui bénéficieront ou qui accepteront ou qui souhaiteront. Il y aura ces 3 cas, des degrés d'intégration différents. Il y aura des pays qui seront plus intégrés que les 27 ne le sont aujourd'hui. Il y a des pays qui resteront au niveau d'intégration actuel de l'Union européenne. Et il y a une 3e catégorie de pays qui resteront au niveau d'intégration que connaissaient les communautés européennes du temps du traité de Rome, c'est-à-dire fondamentalement les droits de l'homme, l'état de droit et un marché commun. C'est la direction que nous prenons, c'est la direction qu'a exposée le président de la République dans son discours de Bratislava, qui est un discours extrêmement important, qui n'a pas retenu l'attention qu'il aurait fallu. Dans ce discours, le président de la République parlait de formats différents. Bon, c'est un bon mot. Moi, j'aime mieux dire concrètement des degrés d'intégration différents. Mais tout cela s'appellera l'Union européenne. Et évidemment qu'il ne faut pas dire certains pays le premier étage, certains autres le deuxième, certains autres le troisième. Non, il y aura des passerelles. Et puis, fondamentalement, ça dépendra de la volonté des États. 2 remarques encore.
Aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a des États membres de l'eurozone et des États membres de Schengen, et des États qui ne sont pas membres de l'eurozone ou de Schengen. Donc, ça existe déjà, les degrés d'intégration différents au sein de l'Union européenne. Eh bien, il faut développer ça. Pourquoi ? Parce que il faut évidemment que les institutions puissent fonctionner, mais aussi parce que beaucoup des pays candidats ou futurs candidats ne veulent pas d'un degré d'intégration plus poussé et ne veulent même pas du degré d'intégration de l'Union européenne d'aujourd'hui. Ils préfèrent de beaucoup le degré d'intégration du traité de Rome. Donc, l'Union européenne, qui a déjà tellement changé depuis 5-6 ans, avec la chute de ses tabous fondamentaux, va encore plus changer. Parce que, encore une fois, ça ne sera plus une Union européenne uniforme. Marion Gaillard. Oui, alors je veux juste rebondir là-dessus parce que je suis pas aussi catégorique. Pardon, je suis pas aussi catégorique parce que justement, elle existe déjà en fait cette intégration différenciée. Et donc je suis pas certaine que ça change fondamentalement la nature de l'Union européenne, étant donné qu'on est déjà dans cette intégration différenciée. Donc je suis pas certaine que ça change fondamentalement. Parce que c'est évident qu'on fera pas tous la même chose à 36 et on le fait pas à 27, et donc on aura effectivement la base, mais la question sera de définir qu'est-ce que c'est que ce premier étage et qu'est-ce qu'on prend dans ce premier étage. Est-ce que la politique étrangère fait partie de ce premier étage de base ou pas, ou est-ce que c'est juste le traité de Rome, donc le marché, et puis la démocratie, les droits de l'homme, et quand même quelques politiques communes à l'époque. Donc bon, mais globalement c'est ça. Ensuite, la zone euro, et finalement, voilà. Et puis, après, on peut aller plus loin encore dans d'autres degrés d'intégration, mais je suis pas sûre que ça change la philosophie radicalement, parce qu'en fait, cette géométrie variable, elle existe déjà. Mais, effectivement, ça met le bazar, on va pas se mentir. Je suis pas en train de dire, c'est facile, prenons tout le monde et ça va être tranquille. Non, ça, c'est sûr. Mais là où je rejoins vraiment Bernard Guetta, c'est que pour moi, il y a un coût du non-élargissement. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, et c'est là où aussi où on peut rattacher ça à la notion de réveil géopolitique de l'Union européenne. On n'est pas un club de démocratie qui vit gentiment dans un monde des bisounours autour de nous et tout va bien. Non, on est dans un monde du retour en force de la lutte entre puissances, que ce soit sur le plan commercial ou militaire, et donc il faut se réveiller, effectivement. Et donc l'élargissement n'est plus juste une question de est-ce qu'on élargit notre modèle démocratique et notre marché parce que c'est bien pour nous. Non, c'est qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas élargir et comment on se positionne face aux puissances qui cherchent à déstabiliser l'Europe et les démocraties. Et donc là, je suis tout à fait d'accord sur le rôle de la Chine, de la Russie et de la Turquie dans les Balkans et même dans certaines... dans les équilibres mondiaux, voilà. tout simplement. Donc ça, c'est très très important, je pense, et ça fait partie de comment on change l'ADN et comment on se détache de cet héritage un peu bisounours pour aller un peu naïf, sortir de la naïveté, on dit pour l'Union européenne. Elle doit sortir de la naïveté pour se coltiner le monde réel qui n'est pas fait de gens bienveillants comme elle essaye de l'être, toutes choses égales par ailleurs. Oui. Une autre question ? Je laisse la magie du micro opérer. Merci pour vos interventions. Une première question en ligne directe avec la précédente intervention. Comment vous voyez l'évolution de la règle de l'unanimité ? Est-ce que ça peut être une clé pour desserrer les procédures d'adoption des différents textes européens ? Et une deuxième question, alors qui concerne un ensemble de pays plus restreints, puisque c'est ceux de la zone euro. Est-ce que le sujet de l'indépendance de la BCE aujourd'hui est un sujet qu'on peut considérer comme étant derrière nous, notamment après les opérations de quantitative easing, qui là aussi sont une preuve qu'on s'adapte en marchant? Bernard Guetta. Pour ce qui est de la Banque Centrale Européenne, je crois effectivement que le débat est derrière nous, que cette institution a trouvé son rythme, a trouvé sa légitimité, son identité, sa place. Personne ne conteste aujourd'hui... alors oui, des politiques de la BCE, naturellement, bien sûr, mais l'institution... en tant que tel, non.
Votre autre question... Sur la règle de l'unanimité. Alors, la règle de l'unanimité, il faudra revenir dessus. Bien sûr que oui. Je suis en revanche beaucoup plus prudent sur l'idée de changer quoi que ce soit, y compris malheureusement la règle de l'unanimité, au fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation véritablement très anxiogène sur la scène internationale, nous savons tous pourquoi, parce que l'Union européenne va, en tant qu'union, se saisir de dossiers politiques de plus en plus explosifs et de plus en plus régaliens. Et si nous ouvrons aujourd'hui un débat, forcément avec assentiment sur le changement des traités, donc forcément avec assentiment des parlements ou assentiment référendaire, je crois que nous risquons de bloquer les choses. Et si nous ne les bloquons pas, de perdre notre temps dans des débats religieux absolument invraisemblables sur est-ce que nous sommes plus ou moins fédéraux, alors que le fédéralisme ne s'entend tout simplement pas de la même manière dans deux pays aussi fondamentaux que la France et l'Allemagne. Bon, c'est... Pourquoi aller ouvrir ça ? Moi, je suis beaucoup plus prudent que beaucoup de mes collègues du Parlement, y compris que beaucoup de mes collègues de mon propre groupe politique, y compris de Renew. Est-ce que je peux poursuivre la question de monsieur en disant, mais alors, quand serait le bon moment ? Je vais vous dire quand sera le bon moment. Regardez comment ont évolué les politiques et les institutions européennes sans aucune modification des traités depuis 5-6 ans. Ma réponse est continuons comme cela. Et quand on aura créé, nécessité faisant loi, quand on aura créé cette nouvelle Union européenne, quand elle existera, à ce moment-là, on pourra dire est-ce que vous voulez revenir là-dessus ou est-ce que vous voulez entériner cela dans un nouveau traité ? Je crois que ce serait infiniment plus prudent, infiniment plus efficace, infiniment plus productif et infiniment plus compréhensible. Et peut-être même infiniment plus européen. On connaît la capacité d'absorption de l'institution européenne. Oui, c'est vrai, absolument, absolument. Mais moi, j'ai très très peur. J'ai très peur de la perte de temps totalement inutile d'un débat sur la modification des traités ou de n'importe quelle règle. Parce que, par exemple, beaucoup de petits pays de l'Union européenne, petits pays démographiquement parlant, considèrent que la volonté de plusieurs des grands pays de l'Union de revenir sur la règle de l'unanimité vient tout simplement les menace. Alors, ce n'est pas seulement M. Orban ou M. Kaczynski, mais des petits pays avec des gouvernements parfaitement démocratiques se sentent menacés. Ah, bah oui, alors les gros veulent nous imposer, etc. Méfions-nous de cela. Avançons. Continuons d'avancer avec le pragmatisme, l'audace et l'intelligence dont nous faisons preuve depuis 5-6 ans. Une question de nouveau. Bonjour. J'ai une question technique, en fait, qui me préoccupe depuis pas mal de temps. Je me pose toujours la question de savoir qui dirige véritablement en Europe. Il y a des rapports de force, des rapports économiques. Et au sujet de l'Allemagne, il y a eu, et je n'ai pas la date en tête, mais le tribunal de Karlsruhe a statué sur le fait que la constitution allemande prenait le pas sur la constitution européenne. C'est-à-dire que si quelque chose ne leur plaît pas, qu'il leur est soumis, ils peuvent ne pas l'accepter. Je pense aussi à un autre point, comme leur projet des constructeurs ayant à développer toujours des moteurs utilisant
une essence de synthèse dans le futur. Tout ça ne va pas dans le sens uniforme de l'Europe. Je n'irai pas plus loin, parce qu'après, j'aborderai les aspects énergétiques de la rente et tout ce que l'on doit subir en ce moment et qui nous met dans une situation extrêmement difficile. Je me demande qui est pragmatique, voyez-vous. Alors, je vais... Marion, peut-être revenir sur cette décision du tribunal de Karlsruhe et puis pour expliquer un petit peu comment ça se passe entre le droit européen et le droit allemand. Et puis peut-être Bernard, est-ce que vous voudriez voilà, nous dire quelle est l'influence allemande au sein des institutions européennes, si je résume bien votre question, monsieur. Alors, sur la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, la France non plus ne reconnaît pas la supériorité du droit européen sur notre Constitution. Simplement, quand on en a besoin, on la change. C'est pratique. Donc, la décision du tribunal constitutionnel allemand en la matière, elle n'est pas tellement inquiétante. C'est plus que ça s'est trouvé dans un moment où il y avait aussi ce débat en Pologne et en Hongrie sur la remise en cause de la primauté du droit européen sur le droit national. Or, il faut bien préciser quand même que le principe de base de la construction européenne, c'est la primauté du droit européen sur le droit national. Sinon, il n'y a pas d'Europe possible. Parce que si à chaque fois un État peut remettre en cause la décision prise en commun, on ne peut pas construire l'Europe. Et en ce sens, je suis un petit peu plus optimiste, où j'ai une vision un petit peu différente de ce que disait Bernard Guetta tout à l'heure sur l'Europe des nations, parce que vous disiez il y a une Europe des nations, c'est un fait, et donc l'extrême droite dit qu'elle veut une Europe des nations, mais c'est le cas. Or, quand même, on a des éléments de fédération dans l'Union européenne que justement l'extrême droite rejette, notamment le fait, pour revenir sur la question de tout à l'heure, que de nombreuses décisions sont quand même prises déjà à la majorité qualifiée. Toutes les décisions qui relèvent de la procédure législative ordinaire où le Parlement européen a son mot à dire aussi, relèvent du vote à la majorité. Et ça, de qui à la majorité? Des États. Oui, mais voilà. Ce que ne veulent pas les extrêmes droites, c'est devoir appliquer dans leur pays une décision que leur ministre n'a pas voulu. C'est-à-dire que le principe de la majorité qualifiée, c'est que quand on vote contre, on est quand même obligé d'appliquer le règlement européen, même si on n'a pas été d'accord avec. Et là, on est dans un transfert de souveraineté. Et ça, les extrêmes droites ne le veulent pas. Et la primauté du droit européen... Une des deux extrêmes droites. Oui. Ne le veut pas. Quand on voit les discours même de Michel Barnier pendant la primaire l'année dernière sur la remise en cause de la primauté du droit européen, d'abord, on s'étouffe, deux, on se dit que c'est quand même pas que les extrêmes droites. Donc, la primauté du droit européen est au cœur du projet européen. Si Michel Barnier l'a pas compris, je suis quand même très très inquiète. Donc, du coup, ça m'inquiète pas trop. Après, il y a eu une autre décision du tribunal constitutionnel allemand en 2020 sur la remise en cause de la politique de la BCE, justement, où il disait que la BCE avait outrepassé son mandat par le quantitative easing qui était évoqué tout à l'heure. Et en fait, ça a été déjugé, c'était déjà déjugé avant par la Cour de justice de l'UE, et du coup, l'Allemagne est revenue dessus et a dit clairement qu'elle allait respecter le droit européen. Mais cette décision du tribunal constitutionnel, elle a été assez importante. Sans doute, ça a été une des choses qui a permis le revirement de Mme Merkel sur le plan de relance. Évidemment, c'est le fait qu'il y avait des morts, que l'Union européenne allait imploser si on ne faisait pas un plan de relance, mais en fait, cette décision du tribunal constitutionnel, elle dit quoi? Elle dit on ne peut pas tout mettre sur le dos de la politique monétaire. Une relance doit se faire non pas seulement par une politique monétaire, mais aussi par une politique budgétaire. Et Mme Merkel, quand elle s'est ralliée au plan de relance, elle a dit clairement, voilà, j'ai entendu la décision du tribunal constitutionnel, et oui, il faut que le budget fasse aussi son job dans une relance, parce qu'une relance, c'est un mix entre une politique monétaire de quantitative easing et une politique budgétaire de relance. Donc là, en fait, le tribunal constitutionnel
a plutôt rendu service à la construction européenne, à l'insu de son plein gré sans doute. Et pour terminer juste sur l'Allemagne, elle ne gouverne pas l'Europe, je crois quand même qu'il faut le dire. Elle ne gouverne pas l'Europe. Bien sûr, il y a un leadership, bien sûr, c'est difficile de faire des choses sans l'Allemagne, mais pour reprendre le quantitative easing, si on avait écouté juste le gouverneur de la Banque centrale allemande au Conseil des gouverneurs, on n'aurait jamais eu de quantitative easing. Et ce qui est magique à la Banque centrale européenne, c'est que le gouverneur de Malte ou de la Lituanie vaut autant que le gouverneur de l'Allemagne, parce que c'est un vote à la majorité simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui représente 500 000 personnes comme le gouverneur du Luxembourg vaut autant que celui qui représente l'Allemagne. Donc, en réalité, l'Allemagne ne dirige pas toute seule l'Europe. Et dans le processus de vote à la majorité qualifiée, l'Allemagne, c'est un parmi d'autres. Alors, il y a un point important, parce qu'en pourcentage de la population, elle représente beaucoup, mais ensuite, c'est tout. Donc, finalement, il faut relativiser cette idée d'une Europe allemande, je pense, parce qu'elle ne peut rien faire seule. On peut difficilement faire quelque chose contre elle, mais elle ne peut rien faire seule. Bernard Guetta. J'aurais qu'une seule chose à ajouter, c'est qu'on peut difficilement faire quelque chose contre la France dans l'Union européenne. Une autre question? Je vois beaucoup vers le... D'ailleurs, on va prendre des questions au micro parce que nous sommes totalement enregistrés et filmés. Et donc, je vais demander à... Voilà, je vois beaucoup... Voilà, la jeunesse, au fond, désolée de vous stigmatiser. Bonjour. Bonjour, j'avais une question par rapport à un sujet qui n'a pas trop été évoqué, c'était celui de l'immigration, parce que c'est un sujet qui est pas mal d'actualité. Et pour rebondir un peu sur le danger des extrêmes droites, on voit que c'est peut-être justement un sujet où elles peuvent s'allier, comme par exemple l'extrême droite française et l'extrême droite italienne. Et il y avait un peu aussi ce sentiment que l'Europe arrive à se sortir à chaque fois des crises, quand par exemple le Covid, le plan de relance, la crise écologique, on arrive à mettre des choses en place. Mais le sentiment que pour la crise migratoire, c'est un sujet sur lequel il y a du mal à fédérer et à mettre un vrai projet. Voilà. La crise migratoire, la crise de l'accueil, ça a été... Louise, est-ce que sur cette question... Oui, c'est vrai qu'on entend parler énormément ces derniers temps et c'est grave ce qui se passe aux portes de l'Europe. Enfin, quand on voit ce qu'est l'Union européenne, enfin, ce qu'elle représente, je le disais au tout départ, à mes yeux, voilà, la démocratie, état de droit. Et voilà, quand on voit ce qui se passe, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Nous, jeunes Européens, on milite pour que, effectivement, on ouvre voilà, les portes à ces migrants. Malheureusement, comme tu l'as très bien dit, c'est source de dissidence. Et je pense que peut-être que Bernard Guetta pourra... Cette épineuse question de la forteresse Europe. L'Union européenne est divisée sur la question de l'immigration comme chacun des États membres est divisé sur la question de l'immigration. C'est-à-dire que le débat que nous retrouvons à la table du Conseil européen ou dans l'hémicycle du Parlement européen, nous l'avons dans chacun de nos pays. Ce qui est extraordinaire, il y a deux choses extraordinaires à relever dans ce débat. Le premier, c'est que Mme Meloni se fait élire, la chef du gouvernement italien, se fait élire il y a un an en disant « Je ne veux plus de cette Europe pour traiter de la question de la migration. Je vais m'en occuper, moi. Nous allons nous en occuper, nous, l'Italie. » 5 mois après, elle se jette à genoux, aux genoux des 26 autres États membres en disant « Aidez-moi ». Là-dessus, enfin, je ne fais pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est clair. Là-dessus, Madame Marion Maréchal, hier Le Pen, elle n'est que Maréchal aujourd'hui, va à Lampedusa en disant vraiment, cette Madame Meloni, mais a trahi toutes ses promesses, a trahi tous ses engagements, s'est vendue à ces boum 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 de bureaucrates européens, etc. Mais moi, j'ai la solution.
il faut que les Européens, tenez-vous bien, allez rechercher sa déclaration, que les Européens organisent ensemble un blocus maritime. Ah bon ? Mais quoi ? Vous êtes pour une politique de défense commune ? Vous êtes pour une armée européenne ? Vous êtes pour une politique étrangère commune ? Et ces extrêmes droites, sur la question de l'immigration, sont en train de dire n'importe quoi. Alors, premièrement, ils se déchirent parce qu'ils n'ont plus les mêmes politiques. Et deuxièmement, ceux qui restent sur l'idée qu'il faut une politique nationale, etc., eh ben, ils s'en mêlent les pinceaux, mais spectaculairement. Mais spectaculairement. Et alors, le deuxième point, bien, écoutez, sur l'immigration aujourd'hui, il y a 3 choses à faire. Il y a premièrement, accepter les gens dont on a besoin. 4, pardon. Deuxièmement, faire une différence évidente entre les réfugiés politiques et les gens qui ne sont pas du tout des criminels, mais qui cherchent une vie plus décente, ou plutôt moins indécente que celle qu'ils ont. Quatrièmement, il faut organiser une solidarité que réclame aujourd'hui Madame Meloni entre les différents États européens, soit dans l'accueil, soit dans le financement de cet accueil. Et cinquièmement, il faut, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est incontournable parce que sans cela, il n'y aura pas de solution, organiser un co-développement économique et industriel entre l'Europe et l'Afrique afin que la cause de l'immigration soit traitée à la racine. Marion Gaillard, je vais vous faire réagir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une hypocrisie de l'Union européenne qui fait organiser par les pays de départ de ces candidats à l'immigration la surveillance de ces frontières? Mais en quoi est-ce une hypocrisie? Alors ça, vraiment, je ne vois pas. C'est pas c'est pas les pays de départ, c'est les pays de transit souvent. Alors. Oui, là, on risque d'être en désaccord parce que je suis très éloignée d'une réelle politique. Encore une fois, c'est pas mon job, et donc j'essaye de réfléchir avec mes idées. Et je sais que c'est pas aussi simple ensuite à mettre en œuvre. Mais cette politique d'externalisation, pour moi, c'est un scandale absolu. C'est la honte de l'Europe. Quand je vois qu'on signe des accords avec la Libye, avec la Tunisie, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants subsahariens en Tunisie, et c'est pour ça qu'ils viennent à Lampedusa, parce que en Tunisie, ils sont plus les bienvenus et qu'ils sont extrêmement maltraités, violentés ou tués. Je crois qu'on c'est quand même. On parlait tout à. Il y a un malentendu, Marion. Je n'ai pas du tout parlé de l'externalisation. Ah, mais c'était ça la question de Juliette. Moi, j'ai pas du tout parlé de ça. J'ai parlé de l'organisation du co-développement. C'est tout à fait différent. Voilà. Mais sur l'externalisation des frontières, ça, on est parti de l'idée quand même que les pères fondateurs et donc l'héritage des morts, c'est malheureusement. C'est l'appel à la démocratie, etc. Et pour moi, là, on vend notre âme parce que quand on est en train de déléguer la gestion de nos frontières à des pays qui sont pour le moins pas recommandables, d'une part, c'est moralement critiquable, d'autre part, on se met dans la gueule du loup. Et on l'a vu avec la Biélorussie, on l'a vu avec la Turquie, avec le Maroc. On leur donne les moyens de nous faire chanter sur les migrants. On l'a vu. Mais on n'a rien développé avec la Biélorussie. Non, je sais bien avec la Biélorussie. Vraiment rien du tout. Elle joue sur le fait qu'elle sait qu'on est en désaccord là-dessus. C'était le cas en tout cas à ce moment-là, parce que maintenant la Pologne accueille beaucoup d'Ukrainiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pas forcément la Biélorussie, mais la Tunisie, la Turquie à qui on verse des milliards pour gérer nos frontières, ça veut dire qu'ils savent qu'ils peuvent nous faire chanter là-dessus et ils ne s'en privent pas. Donc en réalité, ça n'est pas efficace. Et c'est moralement répréhensible. Et quand je dis c'est pas efficace, c'est de la poudre aux yeux parce qu'ils rentrent, on le sait qu'ils arrivent et on ne pourra pas les empêcher. Alors, donc, pardon, co-développement, je suis archi d'accord. Mais tant qu'on n'a pas développé les pays, ils viendront de toute façon. Attention, ce qui se passe en Turquie n'est pas du tout ce qui se passe en Tunisie. Les quelques 2 millions, je crois, de réfugiés syriens
qui sont installés. Plus 3, même. enfin, ils en ont 3? énormément, ouais. Bon, même 3 maintenant, je ne sais pas, qui se sont installés en Turquie, finalement, sont en train de s'intégrer à la Turquie et ne cherchent pas, il y a certainement des exceptions, mais ne cherchent pas massivement à quitter la Turquie pour l'Union européenne. Alors, ça crée des tensions relatives, d'ailleurs, au sein de la société turque, parce que, évidemment, l'afflux de ces réfugiés a fait monter le prix des loyers et baisser le niveau des salaires. Absolument classique. Alors, évidemment qu'il y a un ressentiment. D'un autre côté, ces réfugiés syriens contribuent d'une manière très importante au développement économique de la Turquie. Très importante. Vous voulez dire qu'ils auraient pu contribuer à notre développement à nous, alors? J'ai rien dit. C'est formidable. Marion, elle n'est pas prof à Sciences Po, elle est journaliste. Parce que on dit un truc, vous voulez dire que non, je veux dire ce que j'ai dit. Il y a bien des journalistes qui deviennent députés. On a le droit de changer de job. Bon, je me suis fait ramasser. On va prendre une dernière question, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Très rapidement, on parlait de l'entrée des nouveaux pays. On a la Grande-Bretagne qui nous a quittés. Est-ce que s'il y avait un basculement politique chez eux, on pourrait réenvisager leur intégration? Et deuxième question très rapide, on voit l'influence importante de la Chine, notamment à travers la Grèce ou le Portugal. On a eu un scandale aussi avec une vice-présidente de l'Union européenne avec le Qatar. Aujourd'hui, comment cela a évolué, comment c'est prévu dans le futur, la lutte contre la corruption et l'influence étrangère? Je vous remercie. Attention, c'est deux choses différentes. Oui. Je sais pas. Parlons rapidement du retour éventuel des Britanniques dans le club européen. Alors écoutez, moi je vous livre une conviction qui n'est qu'une conviction. Dans une décennie, la Grande-Bretagne sera dans l'Union européenne, mais dans l'Union européenne telle que je la décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire exactement au premier étage. Exactement. Elle sera dans l'Union européenne du traité de Rome. Enfin, on se comprend, quoi. On se comprend. Et puis une fois qu'elle sera au premier étage, elle va se dire je serais mieux au deuxième. Et une fois qu'elle sera au deuxième, elle va se dire je serais mieux au troisième. Donc dans 2 décennies, elle sera au troisième. Et sur la corruption ou sur parlons un petit peu de la corruption au sein du Parlement européen. Ça a fait quand même beaucoup de. Alors je vais vous dire, je ne suis pas vraiment un homme politique, je suis resté un journaliste. Et donc je vais vous dire des choses qui vont choquer. Je ne crois pas qu'il y ait un tel problème de corruption, mais bien loin de là, au Parlement européen. Je crois que l'histoire du Qatargate et du Maroccogate, ou je ne sais pas comment il faut dire, a été gonflée d'une manière absolument invraisemblable. C'est une affaire de pieds nickelés. Enfin, cette dame qui se retrouve avec des valises de billets dans son dressing, enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et tout ça pourquoi ? Parce que cette dame pouvait modifier, je ne dirais même pas les politiques européennes vis-à-vis du Qatar, mais la position du Parlement vis-à-vis du Qatar. Mais c'est complètement ridicule. Alors, cette dame a probablement escroqué le Qatar. De même qu'un autre ou la même, je ne sais plus, a escroqué le Maroc. Enfin, bon, c'est vraiment pas sérieux. Simplement, le Parlement a eu tellement peur d'être accusé de ne pas se soucier de cet abominable problème de corruption au Parlement européen, qu'on a adopté des règles qui, moi, me laissent totalement perplexe. Totalement perplexe. Je ne peux plus recevoir, comme membre de la Commission des Affaires étrangères, un ambassadeur étranger pas en référer, mais sans en avertir, sans en informer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
Et si je suis malhonnête, et si je veux me faire acheter, est-ce que vous croyez que ça va se passer dans mon bureau au Parlement européen? Non, il y a des ponts. On peut se retrouver sous le 3e pilier du pont. Enfin, alors, écoutez, tout ça, pour moi, m'a fait tomber les cheveux. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de cheveux ces derniers temps, comparé les photos. Et c'est probablement en large partie... Bon, je plaisante, évidemment. Non, mais c'est pas sérieux, cette histoire. Vraiment, c'est pas sérieux. Et c'est un obstacle au travail des parlementaires? Non, parce que... Comme je vais le faire, beaucoup des parlementaires ne déclareront rien du tout. Je ne vais pas déclarer que je reçois l'ambassadeur du Pakistan, de l'Inde, de trucs. Évidemment que je reçois ces ambassadeurs. Je suis payé pour, si j'ose dire. Je suis député européen, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission des droits de l'homme, qui plus est. Alors, je peux vous dire que quand je reçois l'ambassadeur d'Égypte, ça se passe pas bien. Du tout. Quand je reçois... Bon, vous pouvez imaginer la suite. Merci à tous. Merci à Marion Gaillard, Bernard Guetta et Louise Groyer. Merci à vous.